Ensuite, l'autre point, c'est que plus de la moitié des finances mondiales, par exemple de capital risque, c'est détenu par des startups américains et qui sont généralement situés soit à San Francisco, soit à New York. Donc on va se rendre compte que par exemple aux États-Unis, on a 80% de la population qui ne détiendra que 7% des actifs des compagnies, ce qu'on appelle des assets des compagnies. Et donc, ça fait que l'une des questions qu'on va se poser, c'est combien détient le reste du monde. Et donc, l'un des soucis, c'est que dans les autres parties du monde, en fait, très peu de personnes ont accès au marché boursier, très peu de personnes ont la connaissance de ce que c'est que le marché boursier. Centralisé, je veux bien dire. Et donc, on se rend compte que finalement, l'économie centralisée, d'abord, c'est concentré entre les mains de quelques personnes, ou sinon de quelques organisations. Et ensuite, il ne profite qu'à des groupes bien maîtrisés qui se font passer les messages entre eux. Et ça nous mène à un danger. Le système centralisé, le système financier mondial centralisé est un danger humain et pour l'humain. D'abord, la crise de 2008. Cette crise a permis de montrer les insuffisances du système financier centralisé. On se souvient que, bon, c'est vrai, la finance centralisée, elle est vieille de plusieurs siècles. Et même si elle a déjà fait ses preuves, c'est un système qui, pendant longtemps, a obligé des gens ordinaires à mettre entre les mains de tierces personnes tous leurs avoirs. Donc, quand je dis tierces personnes, je parle bien des banques, je parle bien de tous ces intermédiaires financiers qui existent. Et logiquement, on se serait attendu à ce que ces intermédiaires gèrent avec beaucoup plus de conscience et d'attention les actifs qui leur sont confiés par les gens ordinaires, par vous et moi. Le souci, c'est que beaucoup de ces managers aiment jouer. Et comme ils sont à la recherche de beaucoup d'adrénaline, plus la mise est grande et plus le pourcentage d'adrénaline est importante. Donc vient l'ivresse du pouvoir. Et donc, on se rend compte qu'on met dans la main d'une personne la vie de millions de personnes. Cette personne a ce pouvoir pratiquement de vie ou de mort parce que possédant les actifs des uns et des autres. Et on se rend compte que c'est un danger permanent parce que c'est comme un électron libre qui n'est pas vraiment contrôlé. Donc, face à tous ces dangers, face à toutes ces insuffisances, il y a le système décentralisé qui a une autre approche. Le système financier décentralisé a pour but justement d'abord d'ouvrir la finance à cette partie oubliée de la race humaine, donc de la population mondiale, déjà en démocratisant les actifs d'une part et deux, en décentralisant la prise de décision. Ça c'est très important. La finance décentralisée peut être alors comparée à un système financier décentralisé où tout le monde et n'importe qui est capable de mettre sur le marché un produit ou un service. Je souligne que la communauté blockchain a par exemple misé très tôt sur l'open source pour le partage par exemple de ses protocoles. Et là je trouve que c'est une bien meilleure façon de redéfinir par exemple la propriété privée dans un monde globalisé. Et ici je vais donner un exemple. On a assisté récemment à la première maison tokenisée, au premier bien immobilier. Ça c'est un exemple, ça veut dire que je ne sais pas combien d'actionnaires décentralisés, en fait, combien de wallets ont acheté les parts de cette maison, mais ce que je sais c'est que chacun a un bout de cette maison. Et tout de suite, on voit apparaître une sorte de responsabilité collégiale. Et ça, c'est un des pouvoirs de la finance décentralisée. Ça veut dire que moi qui vis en France, X qui vit en Algérie, Y qui vit au Cameroun, Z qui vit au Japon, et voilà, nous sommes tous propriétaires de cette propriété. Et si si la propriété apporte un bénéfice, on se le partage. Si la propriété est endommagée, collégialement, nous allons la faire réparer, ou bien en tout cas nous allons mettre des ressources qui permettront de la faire réparer. Donc, pour revenir sur la proposition d'un produit ou d'un service, grâce à l'open source, il devient facile de créer et surtout de matérialiser la valeur, et ce indépendamment d'intermédiaires.